Ok. Bienvenue à tous, on va démarrer dans 1 minute. Encore une petite minute d'attente et puis ce sera bon. Je vais juste répondre à vite. Oui, je répondrai après. Alors, bienvenue à tous. Ça y est, il est 11 h, on va pouvoir commencer. Donc, bienvenue à cette 36e autre conférence de la PCC qui est sur le thème des documents d'urbanisme et adaptation au changement climatique et le rôle de l'évaluation environnementale. Donc, je suis Suzy Cantrenne, chargée de communication à la PCC et j'ai avec moi aujourd'hui donc Solveig Chanteux, qui est co-gérante de Mosaïque Environnement, et Gilles Grandval, qui est responsable du pôle énergie-climat chez Mosaïque Environnement, qui vont vous faire cette présentation. Alors, au niveau de notre agenda pour cette heure qu'on va passer ensemble, moi, je vais vous faire une très courte introduction sur la PCC. Ensuite, on va avoir une présentation donc, de Solveig et de Gilles, et une session de questions-réponses dans lesquelles vous allez pouvoir échanger et poser toutes vos questions à ce sujet. Et enfin, une petite conclusion. Voilà. Hop. Ah, slide blanche. Oui, alors donc juste pour vous préciser, qu'est-ce que la PCC? Donc la PCC, c'est l'association des professionnels en conseil climat, énergie et environnement. Et en fait, on rassemble des experts, notamment principalement des bureaux d'études, qui conseillent et accompagnent au quotidien les entreprises et les collectivités sur tous les sujets qui sont liés au climat et à la transition énergétique. Donc vous pouvez vous poser vos questions tout au long de la webconférence dans le chat, dans l'outil de chat donc, que vous avez à disposition. Ces questions seront traitées à la fin par Gilles Grandval, et on verra au fil de l'eau, on pourra peut-être répondre à quelques questions dans le chat, mais principalement elles seront quand même répondues à la fin. Pour les slides et le replay, alors il ne faut pas prendre en compte ce qui est écrit sur cette slide, c'est disponible quasiment immédiatement, donc il n'y a pas une quinzaine de jours de délai. C'est disponible quasiment immédiatement sur le site de la PCC, et les slides, vous les recevrez aussi par mail après la conférence, pour le support. Et voilà, maintenant je vais pouvoir passer la main à Solveig pour le début de cette présentation. Donc, bonjour à tous. Alors, rapidement, Mosaïque Environnement est un bureau d'études et de conseil en aménagement et développement durable, donc basé dans la région lyonnaise. On intervient sur différents pôles, que ce soit l'aménagement durable, la biodiversité, le climat et l'énergie, ou encore l'évaluation des politiques publiques. Et c'est dans ce cadre-là qu'on accompagne depuis environ 20 ans les collectivités dans l'élaboration de leurs documents d'urbanisme sur le volet environnemental, donc en partenariat avec des urbanistes, et que ce soit sur des territoires ruraux ou urbains. Donc ceci pour placer un petit peu le contexte de l'intervention. Les documents de planification aujourd'hui sont un outil essentiel pour concrétiser donc les actions en faveur du climat, et notamment les stratégies d'adaptation des territoires au changement climatique. Ça a été vraiment donc inscrit dans le code de l'urbanisme suite aux lois Grenelle et les différentes lois d'évolution du code de l'urbanisme qui ont suivi, et notamment donc dans l'article 101-2 du code de l'urbanisme, qui fait état justement des différentes dimensions que doivent prendre donc les documents d'urbanisme. Et cet article retraduit bien les différents paramètres, que ce soit la prévention des risques naturels, la question des continuités écologiques, et il introduit cette notion d'adaptation au changement climatique. Alors les SCOT et les PLU ou PLUI sont d'ailleurs très souvent cités dans les plans d'action des PCAET comme un moyen de faire aboutir donc les actions qui visent l'aménagement du territoire. Alors quand on analyse un petit peu à la fois les démarches et les documents, on constate que si la question de l'atténuation des effets au changement climatique est de mieux en mieux traitée, à savoir tout ce qui a trait à la performance énergétique du secteur résidentiel,
Également, donc, tout ce qui a trait à la lutte contre les émissions de GES, donc liées au transport, par exemple. La question de l'adaptation, elle reste, on va dire, pas ou peu ou insuffisamment abordée dans le cadre de ces documents. On peut être assez surpris effectivement de voir que dans le cadre de SCOT qui sont assez récents, cette question n'est pas encore pleinement intégrée. Le deuxième constat qu'on fait, c'est que la démarche d'évaluation environnementale est souvent insuffisamment valorisée, c'est-à-dire qu'elle est plus perçue comme un passage obligé, une obligation réglementaire, et non pas comme, on va dire, un moyen d'apporter une plus-value à ces documents. Donc l'enjeu, c'est effectivement d'améliorer l'utilité de cette évaluation environnementale pour cette question de l'adaptation au changement climatique. Alors peut-être un très bref rappel sur ces outils que sont les SCOT et les PLU. Donc rappeler effectivement que le SCOT, c'est un outil de planification stratégique sur le long terme, hein, qui, pour une durée d'environ 20 ans. C'est un cadre de référence essentiel pour les différentes politiques sectorielles, hein, qui concernent donc les questions d'organisation de l'espace, d'urbanisme, de mobilité, d'environnement. Donc c'est vraiment un cadre de référence privilégié pour planifier l'adaptation du territoire au changement climatique. Donc leur traduction concrète sur le territoire au travers des documents d'urbanisme que sont les PLU. Donc les PLU sont construits en fait à l'échelle d'une commune ou d'un groupement de communes. C'est par essence même des documents qui sont transversaux, hein, puisqu'ils vont étudier le fonctionnement et les enjeux du territoire sur des thématiques aussi diverses que sont donc l'habitat, le développement économique, la préservation des ressources des espaces naturels. Et fondés sur ces enjeux, ils construisent donc un projet d'aménagement et de développement durable pour ensuite donc formaliser des règles d'utilisation des sols. Donc ils sont fondés ils sont bâtis pour une durée de vie d'environ 10 à 15 ans. Alors ce qui est important effectivement de rappeler, c'est que ces PLU sont des documents de portée réglementaire, c'est-à-dire que ce ne sont pas des documents à portée opérationnelle. Ils ne permettent par exemple ni des stratégies d'acquisition foncière, ni des actions de gestion de l'espace. Alors, ces outils SCOT et PLU sont incontournables puisqu'ils permettent effectivement d'intégrer en amont et à la bonne échelle toutes les questions qui ont trait à la limitation de l'artificialisation des sols, la prise en compte des trames vertes et bleues, tout ce qui a trait aussi à l'organisation des formes urbaines ou l'accompagnement des nouvelles formes de mobilité. Ils sont vraiment un outil pour préparer les territoires à cette adaptation. Et ils sont par conséquent donc un outil vraiment pour concrétiser donc les actions des PCAET, on va dire un préalable en tout cas pour concrétiser les actions des plans climat qui concernent donc l'aménagement du territoire. Alors, un petit rappel aussi sur l'évaluation environnementale. Donc, effectivement, la prise en compte des questions de développement durable est désormais ancienne dans les PLU, puisque donc elle remonte à 2001, à la loi, donc la loi SRU, et donc les PLU et les SCOT sont donc soumis à évaluation environnementale ou dans certaines conditions pour les PLU. Donc ils vont faire donc l'objet de cette évaluation stratégique environnementale. Alors, je défends l'idée que l'évaluation environnementale, c'est une évaluation des politiques publiques à part entière, c'est-à-dire qu'elle va permettre en fait de s'interroger sur la pertinence du plan, ses effets, sa cohérence aussi, donc ses effets sur l'environnement et sa cohérence avec notamment les documents supracommunaux que sont les SRADET ou les plans climat.
Donc réglementairement, l'évaluation environnementale, c'est une évaluation ex ante, c'est-à-dire qu'elle se situe en amont de l'élaboration de la politique et elle doit l'accompagner tout au long de la démarche d'élaboration dans le cadre d'un processus itératif. Donc elle doit idéalement participer de la réflexion et de la construction du projet. Ça peut être complètement le cas lorsque l'évaluation environnementale est menée vraiment de manière concomitante à l'élaboration du plan, ce qui devrait être effectivement l'évidence, mais qui souvent pour des raisons soit de démarche ou de calendrier n'est malheureusement pas toujours le cas. Alors l'évaluation environnementale, elle se situe vraiment dans un contexte justement d'amélioration de la qualité du projet et également de la qualité des territoires qui sont concernés par les démarches de planification. Elle va s'inscrire à la fois dans les principes de prévention, d'intégration, de précaution et de participation du public. Donc, ces principes de prévention, d'intégration et de précaution, on voit bien effectivement le lien direct qui est établi avec la question de l'adaptation au changement climatique. Elle doit aussi permettre de limiter les obligations de compensation ou de réparation, donc c'est la fameuse stratégie éviter, réduire, compenser. Et enfin, comme on l'a vu tout à l'heure, elle permet aussi de garantir la bonne articulation avec d'autres démarches telles que donc les SRADEP et les PCAET. Enfin, effectivement, dernier point, c'est la question de la participation du public qui est inscrite dans les fondements de cette démarche et qui permet aussi à la fois d'avoir un rôle de sensibilisation et de vulgarisation de ces questions d'adaptation au changement climatique. Alors, dans les faits, ce qu'on constate, c'est que l'utilité de l'évaluation environnementale et son intérêt pour améliorer la qualité des documents d'urbanisme, elle va vraiment dépendre de la manière dont la structure porteuse va se saisir de cette obligation réglementaire. Donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir un petit peu saisir cette obligation, non pas comme une contrainte, mais au contraire comme un moyen de pouvoir intégrer les questions environnementales et plus particulièrement les questions d'adaptation au changement climatique dans les documents d'urbanisme. Alors, le premier rôle de l'évaluation environnementale, ça va être notamment d'améliorer les connaissances sur les enjeux et les fragilités du territoire. L'état initial de l'environnement est l'occasion effectivement d'aborder des thèmes clés concernant l'adaptation au changement climatique, que ce soit donc les données climatiques et notamment les aspects prospectifs quand on peut en disposer. Les questions autour de la ressource en eau, ses disponibilités, les pressions subies par cette ressource et les situations de fragilité. C'est aussi l'occasion d'aborder les trames vertes et bleues et les sujets de nature en ville, les îlots de chaleur, la question des risques naturels, les pollutions, les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire ou de faire un état des lieux des puits de carbone présents sur le territoire, alors bien sûr en lien avec les diagnostics des plans climat. L'intérêt de cet état des lieux environnemental, c'est vraiment de donner à lire une vision transversale des enjeux et puis des interrelations qui vont exister entre ces différents thèmes, entre trame verte et bleue et gestion des risques en termes de pollution et d'îlots de chaleur par exemple. À ce titre, on constate effectivement que les territoires vont engager dans le cadre de l'évaluation environnementale des études sectorielles pour mieux connaître le territoire. Alors c'est vrai que les études qu'on a vu se développer ces dernières années, c'est notamment suite au Grenelle, toutes les études relatives aux trames vertes et bleues qui permettent vraiment un approfondissement de la connaissance des territoires sur ce sujet.
On voit aussi effectivement, par exemple, des diagnostics sur les zones humides qui sont menés dans le cadre des documents d'urbanisme. La trame verte urbaine également, qui peut être un sujet de travail particulier. On a ici effectivement le cas de la métropole de Lyon, ou encore sur les îlots de chaleur, hein, comme les travaux qui ont donc été engagés par les travaux qui ont été engagés donc par les grandes métropoles, et notamment la métropole bordelaise, pour donc mieux connaître les îlots de chaleur et pouvoir donc les traduire dans le PLU. Alors, l'amélioration des connaissances, c'est vraiment donc un enjeu essentiel pour mieux préparer l'avenir. Se pencher sur cette question dans le cadre des SCOT et des PLU, c'est prendre en compte aussi les spécificités du territoire, hein, puisque chaque territoire est différent. Il est important effectivement de poser ce diagnostic de vulnérabilité du territoire au changement climatique en amont de l'élaboration d'urbanisme et des documents d'urbanisme et de planification. Ça permettra effectivement de bien identifier les fragilités et de définir des solutions appropriées. Je pense qu'il faut vraiment se garder effectivement de vouloir calquer sur les territoires des solutions toutes faites, puisqu'on constate vraiment que chaque territoire a à la fois donc, ses sensibilités et des moyens pour y répondre différents. Donc le PLU doit prendre en compte cette réalité territoriale pour pouvoir décliner des outils adaptés. Donc on a immédiatement à l'esprit effectivement que les territoires ruraux ou les territoires urbains ne souffrent pas des mêmes fragilités, des mêmes sensibilités. Alors le deuxième rôle de l'évaluation environnementale, c'est de se saisir effectivement de cette opportunité pour sensibiliser les acteurs locaux et a fortiori donc les élus, puisque donc le fait effectivement d'aborder ces questions, c'est un moment de partage des enjeux sur ces sujets-là. C'est aussi une occasion de décloisonner la réflexion, hein, puisque le diagnostic, on l'a vu, donne à lire une vision transversale du territoire. L'évaluation environnementale va venir effectivement réinterroger donc le PLU ou le SCOT à chaque moment de son élaboration, et on va dire venir un petit peu aiguillonner la réflexion sur ces questions d'adaptation et venir peut-être introduire dans le cadre des réflexions sur le développement économique ou sur le développement de l'habitat, venir effectivement introduire ces notions d'adaptation au changement climatique. Donc ça permet vraiment de décloisonner la réflexion et de se poser à chaque moment les bonnes questions. Donc cette sensibilisation des acteurs locaux, elle est essentielle. Je pense qu'effectivement, elle n'est pas encore généralisée sur l'ensemble des territoires. Et une fois effectivement que le document d'urbanisme est en cours d'élaboration, que les questions notamment de développement de l'habitat ou de développement économique sont en cours de réflexion, on peut avoir tendance effectivement à les mettre de côté alors qu'elles doivent être posées comme un cadre préalable au même titre que les autres enjeux. Donc c'est vraiment un outil important de sensibilisation. Ça peut l'être de manière beaucoup plus large dans le cadre des travaux de concertation qui sont menés avec donc les acteurs du territoire et voire même donc les habitants dans le cadre des différentes réunions ou ateliers qui peuvent se tenir. Le troisième point sur le rôle de l'évaluation environnementale, c'est sur cette question de l'adaptation, c'est bien sûr de préserver tous les éléments favorables à l'adaptation qui existent sur le territoire.
Donc, en ce sens, l'évaluation environnementale va jouer à la fois un rôle d'intégration et de prévention. Donc, on pourra bien sûr se poser la question des éléments à préserver sur les trames vertes et bleues, les îlots de fraîcheur, les zones d'expansion des crues, les chemins naturels de l'eau, tout ce qui concerne les zones stratégiques pour la ressource en eau. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif. Alors, je peux effectivement peut-être enfoncer des portes ouvertes par rapport à ça, mais ce qu'on constate, notamment alors dans les villes de taille moyenne, hein, sur lesquelles on a pu travailler récemment, c'est que le corollaire de la pression foncière et de la densité, c'est la perte d'un bon nombre d'éléments qui vont contribuer en fait à l'adaptation du territoire au changement climatique, et notamment tout ce qui va être les éléments de végétation en ville qui tendent à disparaître au profit effectivement de l'urbanisation, alors notamment sur l'étalement privé. Le quatrième point de l'évaluation environnementale, ça va être d'apporter donc une dimension prospective sur cette question de l'adaptation. Alors, c'est à la fois l'application du principe de prévention et de précaution, puisque dans le cadre effectivement de ce travail, on va mener un travail d'évaluation des effets attendus du plan, et ça pourra nous amener donc à anticiper donc des situations de fragilité. Alors on va dire le thème le plus évident, c'est celui de la ressource en eau, hein, puisque on pourra être amené à se poser la question de la suffisance de la ressource à l'horizon donc du document d'urbanisme. C'est un élément qui est très éclairant pour les élus et qui doit leur permettre effectivement vraiment d'effectuer des choix éclairés sur la question du développement de leur territoire, donc que ce soit en termes de prospective démographique ou de développement économique. Ça doit être aussi donc un élément qui doit guider le choix sur les solutions à mettre en œuvre pour répondre à ces situations de fragilité. Donc, si la question de la ressource en eau est évidente, on peut tout à fait imaginer que ces éléments prospectifs soient menés sur les autres dimensions de l'adaptation, que ce soit donc les risques, que ce soit également les îlots de chaleur urbains. Alors par contre, ça suppose qu'on dispose du temps et des moyens nécessaires à la modélisation pour certaines thématiques, et puis à cette analyse prospective. C'est vrai que malheureusement, dans bien des cas, on va dire les contraintes de calendrier ou de budget vont faire qu'on n'est pas en mesure de mener effectivement ces travaux de modélisation qui sont pourtant essentiels dans on va dire dans la manière d'éclairer les choix. Souvent, effectivement, l'évaluation environnementale intervient trop tard, c'est-à-dire après la phase de PADD où on a déjà mené un travail sur les perspectives de développement et les grandes orientations du territoire. Ces travaux de modélisation devraient être amorcés donc bien avant pour être vraiment utiles. Alors le cinquième volet de l'évaluation environnementale, ça va être de proposer donc des solutions concrètes hein, pour prévenir, pour préserver, prévenir et adapter. Je pense que le rôle de l'évaluateur, c'est effectivement de décliner donc ces trois verbes dans les outils du Code de l'urbanisme qui sont mobilisés dans les documents d'urbanisme. Alors, l'idée, c'est pas forcément de cette intervention, c'est pas forcément de rentrer dans le détail de tous les outils qu'on pourrait mobiliser, c'est de donner quelques exemples. Donc, pour ce qui concerne toute la prévention des risques, l'amélioration de la gestion des eaux pluviales, tout ce qui va concerner aussi l'alimentation des nappes,
On va pouvoir déployer des outils donc pour préserver donc, les grands cours d'eau, les vallées inondables, les grandes zones humides. On va pouvoir aussi identifier des éléments moins significatifs, mais tout aussi importants, que sont les chemins naturels de l'eau ou les zones humides ou encore donc les mares. Ça suppose par contre effectivement qu'on ait quand même une connaissance assez fine du territoire. Et alors, un point peut-être de vigilance, c'est on se rend bien compte qu'effectivement que dans le cadre de l'élaboration des PLUI, on peut parfois manquer de ce niveau de précision qui est nécessaire pour bien préserver donc l'ensemble de ces éléments. On pourra aussi intégrer effectivement dans le règlement et les différentes pièces du PLU des dispositions visant à limiter donc l'imperméabilisation des sols, à favoriser donc une gestion intégrée des eaux pluviales et de manière générale à replacer donc la place de l'eau dans l'aménagement du territoire. Donc ça va passer effectivement par la mobilisation de différents outils qui sont désormais assez connus, hein, que ce soit le coefficient de pleine terre qu'on va pouvoir décliner dans le règlement, le coefficient de biotope également, ou les différentes dispositions relatives à l'infiltration et la rétention des eaux pluviales. Alors, avec une difficulté toujours hein, qui est de se poser la question de la manière dont ces règles pourront être respectées et appliquées. Donc, avoir toujours en tête effectivement le fait qu'il faut concevoir donc, des règles qui puissent être facilement à la fois respectées et vérifiées lors du contrôle de légalité des permis. Mais là, on dispose d'un panel d'outils au niveau du code de l'urbanisme qui peuvent être mobilisés. Alors, un deuxième exemple, c'est tout ce qui va concerner donc, le renforcement de la trame verte urbaine et la place de l'arbre, avec un enjeu majeur qui est celui de concilier donc, densification et préservation de cette trame verte et notamment de la trame verte urbaine, puisque je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui a trait à la préservation de la trame verte qu'on pourrait qualifier de rurale est de mieux en mieux prise en compte dans les documents d'urbanisme. Il reste encore effectivement des solutions à trouver pour améliorer donc, les documents d'urbanisme sur la question de la préservation et de la restauration de la trame verte urbaine, et notamment la place de l'arbre dans la ville, hein, qui a tendance à être mis à mal dans le cadre des processus d'aménagement. Alors, ça passe effectivement à la fois par des outils de protection pour préserver ce qui existe, et notamment préserver les éléments forts de la trame verte urbaine, et puis donc également des obligations en matière de végétalisation, de plantation, d'espaces verts à créer, voire même donc la préconisation d'essences qui seraient résistantes, plus résistantes aussi au changement climatique, hein, puisqu'on sait aujourd'hui que certaines villes perdent une part importante de leur patrimoine arboré du fait des aléas climatiques, donc notamment les sécheresses et les canicules. Les autres outils qu'on va pouvoir mobiliser, c'est tout ce qui a trait donc, aux formes urbaines et à la performance énergétique. Donc la manière dont on va pouvoir organiser donc les formes urbaines, les principes de hauteur, d'orientation, d'implantation des bâtiments, qui vont jouer à la fois sur l'ombre portée, sur l'ensoleillement, sur également la ventilation des différents espaces, qui vont avoir une importance, donc, notamment sur le confort climatique d'été. On va pouvoir jouer aussi sur la prise en compte des effets des matériaux sur les îlots de chaleur urbains au travers de prescriptions particulières dans le document,
sur la nature, donc les couleurs, notamment de matériaux à utiliser, leur perméabilité, la part d'espace également perméable qu'on doit laisser dans le cadre des aménagements. Alors, il y a encore bien des outils qu'on pourrait mobiliser. Il y a une bibliographie de plus en plus riche qui se développe sur le sujet. On a aussi donc des outils qui sont développés, alors notamment on peut citer effectivement les outils qui sont développés par l'ADEME pour diagnostiquer et évaluer, enfin mettre en œuvre les politiques et les évaluer en matière d'adaptation au changement climatique. Donc on peut citer notamment l'outil TACT de l'ADEME qui est développé. On a beaucoup d'universités qui se sont penchées sur la question avec des guides aussi qui ont été élaborés sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour décliner cette question dans les documents d'urbanisme. Alors, l'évaluation environnementale, elle peut avoir effectivement ce rôle d'accompagner les collectivités dans une meilleure performance des documents de planification à ce niveau. Mais je dirais que le rôle de l'évaluation environnementale va s'arrêter là. Il faut par contre derrière effectivement que ce soit suivi d'une sensibilisation importante de l'ensemble des acteurs de l'aménagement, puisque une fois que les règles sont écrites effectivement dans les documents d'urbanisme, il faut que leur application sur le territoire soit à la fois comprise et appliquée sur toute la chaîne de production des aménagements. Et pour l'instant, effectivement, on constate qu'il peut y avoir un peu une perte, ou en tout cas des difficultés à appliquer l'ensemble de ces règles. Lorsqu'on évalue notamment donc, les documents d'urbanisme, on voit qu'à toutes les échelles de l'aménagement ou à tous les niveaux de l'aménagement, on peut avoir effectivement on va dire des facteurs qui vont venir perturber la bonne application de ces règles. Voilà pour cette présentation. Donc, je suis disponible pour les questions. Alors, je vais me faire le relais des différentes questions qui sont arrivées. Peut-être une toute de suite sur cette dernière conclusion. C'est une question de détail mais importante sur le nom de l'outil ADEME dont tu viens de parler. Est-ce que tu peux repréciser quel est cet outil ? Oui, alors c'est l'outil TACT, T-A-C-C-T, qui regroupe alors d'anciens outils dont le nom m'échappe, mais qui sont présentés donc sur le site internet de l'ADEME. Ensuite, on a un certain nombre de questions qui concernent notamment l'état initial de l'environnement dans l'évaluation environnementale. Une série de questions autour des zones humides. Donc les questions sont d'une part, est-ce que l'étude des zones humides est basée ou doit être basée sur des critères réglementaires? Est-ce qu'elle se fait à l'échelle de tout le territoire? Premier point. Et ensuite, est-ce que derrière un document d'urbanisme tel qu'un PLU peut interdire le drainage des zones humides? Oui, alors tout à fait. Alors je dirais sur le niveau d'inventaire qu'on doit donner donc, dans les documents d'urbanisme, la plupart du temps, effectivement, les collectivités n'engagent pas forcément de diagnostic à l'échelle de l'ensemble du territoire communal, puisque ça peut être particulièrement long et coûteux. La plupart, en revanche, mènent des inventaires sur les zones qui seront concernées par le développement. Ça fait d'ailleurs partie des prescriptions de la plupart des SDAGE. Sur effectivement la question de la préservation des zones humides, elles peuvent être identifiées dans le PLU via les outils de protection de type L153 23 du Code de l'urbanisme pour effectivement les préserver et en interdire
l'affouillement et le drainage et effectivement la constructibilité. Merci. J'ai également plusieurs questions sur les diagnostics de vulnérabilité dans les états initiaux de l'environnement. Une question qui se demande s'il faut compléter ce diagnostic vulnérabilité dans justement les évaluations de PLU, PLUI, sachant que dans les plans climat, c'est souvent le parent faible en termes d'analyse. Donc est-ce que il y a un intérêt à venir le compléter dans les états initiaux de l'environnement? Alors, je pense qu'en effet, ce serait souhaitable justement pour qu'on puisse définir des solutions adaptées. Alors, avec la difficulté que ce soit rendu possible dans la temporalité de l'étude, hein, c'est toujours la difficulté. Mais effectivement, si on veut vraiment aller vers une performance de nos documents d'urbanisme à ce niveau-là, il faudrait une efficience, une efficacité, il faudrait effectivement qu'on puisse conforter les diagnostics sur ces aspects-là. Alors, je pense qu'on le fait en partie, hein, puisque aujourd'hui, l'ensemble des documents d'urbanisme vont poser la question du diagnostic des risques, des trains de verté bleu, d'un certain nombre d'éléments qui sont importants pour l'adaptation au changement climatique. Par contre, c'est vrai qu'il faudrait peut-être aller plus loin, notamment en intégrant des éléments procéduraux. Et sur ces diagnostics de vulnérabilité, il y a une question à laquelle je vais peut-être répondre directement, c'est combien coûte en moyenne un diagnostic de vulnérabilité du territoire? La réponse, bien sûr, dépend d'une part du territoire, de sa taille, de sa complexité, et aussi de ce que l'on veut analyser dans le diagnostic de vulnérabilité. Est-ce qu'on cherche juste à identifier un certain nombre de problématiques du territoire qui présentent une sensibilité particulière? Est-ce qu'on veut intégrer là-dedans des analyses de coûts, d'évolution des coûts, d'assurance, etc., des coûts sur des aspects sociétaux, auquel cas ça rend beaucoup plus complexe l'analyse, donc ça peut effectivement varier entre des fourchettes qui peuvent aller de 8 à 25 000 euros, voire au-delà si on rentre dans un détail très très précis. Donc voilà, il n'y a pas de réponse toute faite là-dessus. Autre... ouais. Oui. Juste peut-être pour finir sur cette question, je pense aussi, alors même si c'est beaucoup moins, on va dire, scientifique qu'une vraie analyse de vulnérabilité, on peut aussi se baser sur l'expertise des acteurs locaux. Ces dernières années, on a vu effectivement une préoccupation croissante des acteurs par rapport à ces questions de changement climatique, hein, par exemple sur les territoires qui sont soumis au risque de retrait et gonflement d'argile, il y a vraiment une préoccupation croissante sur les effets que ça peut avoir sur les bâtiments. Sur la gestion des eaux pluviales aussi, bon nombre de territoires ont eu à subir des événements assez dramatiques. Et voilà, je pense qu'aussi dans le cadre des ateliers, des travaux de concertation qui sont menés dans le PLU, on peut aussi s'appuyer sur cette expertise locale pour établir ce diagnostic de vulnérabilité et poser en fait les enjeux majeurs sur le territoire en question. Merci. Une question toujours sur l'état initial de l'environnement, sur savoir s'il y a un niveau d'exigence différent entre un PLU et un PLUI au niveau de l'état initial de l'environnement. C'est une bonne question. En fait, normalement, il ne devrait pas y en avoir, puisque l'échelle en fait, de définition du PLU ou du PLUI, elle reste parcellaire, qu'on soit dans le cadre d'un PLU ou d'un PLUI. Après, dans les faits, effectivement, ce qu'on constate, c'est pas tout à fait ce qui se fait, puisque on a tendance, dans le cadre des PLUI, à dézoomer un petit peu le diagnostic et à aller beaucoup moins finement sur ce diagnostic de territoire. Je pense que c'est un petit peu dommage parce qu'effectivement, on va passer à côté de certains éléments. Tout à l'heure, j'ai évoqué les petites zones humides, les cheminements naturels de l'eau,
tous les éléments qui dans un territoire sont importants pour son bon fonctionnement, on peut passer à côté dans le diagnostic d'un PLUI, et ça, plus le territoire est important, et plus effectivement on a tendance à dézoomer. Pourtant, effectivement, il faudrait poser ce diagnostic avec le même niveau de précision que si on travaillait sur une seule commune. Une question aussi sur la méthodologie. Est-ce qu'il y a des obligations de l'évaluation environnementale en termes de participation, de concertation, propres à l'évaluation environnementale? Alors, dans on va dire le dispositif général d'évaluation environnementale, la participation du public fait pleinement partie de la démarche. Après, dans le cadre des documents d'urbanisme, elle est effectivement aussi imposée par le cadre du Code de l'urbanisme, avec un dispositif de concertation à prévoir au moment de la délibération, et puis une enquête publique. Après, je dirais, rien n'empêche effectivement de déployer des outils plus importants pour la concertation et la communication, et notamment l'association des habitants. On a eu également un certain nombre de questions autour des notions de coefficient de biotope, coefficient de pleine terre. Donc déjà, une question de quelle est la différence précise entre ces deux choses, coefficient de biotope, coefficient de pleine terre. Et puis, concernant le coefficient de pleine terre, est-ce que c'est uniquement un aspect perméable-imperméable? Est-ce que ça doit se compléter avec des notions de continuité de type trame brune? Alors, au niveau de la différence donc entre les deux, le coefficient de pleine terre, on va dire, est un outil assez simple, puisqu'on va mobiliser un seul critère, qui est donc la part d'espace laissé en pleine terre dans le cadre d'un aménagement. Le coefficient de biotope est un petit peu plus compliqué à manipuler, puisque va intervenir là-dedans en fait un coefficient qui sera indexé en fonction du type effectivement d'occupation de l'espace, que ce soit donc une pelouse en pleine terre, un boisement, une dalle végétalisée, une toiture végétalisée. On va y appliquer donc un coefficient différent. C'est un outil qui est peut-être un petit peu plus difficile à mettre en œuvre pour notamment les services instructeurs. Ce sera intéressant d'avoir, je dirais, dans quelques temps, une évaluation un peu comparée de l'application de ces différents outils et justement de leur applicabilité. Donc ça, c'était sur la différence entre les deux. Alors, en termes, sur le coefficient de pleine terre, évidemment, il serait intéressant d'intégrer ces questions de continuité brune. On peut l'intégrer indirectement au travers du travail sur la trame verte et bleue, et notamment la trame verte et bleue urbaine. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement à la question. On verra s'il y a des questions complémentaires qui apparaissent dans le chat sur le sujet. Également savoir s'il existe des quantifications des îlots de fraîcheur et des objectifs quantifiés sur cette question-là. Alors en termes de diagnostic, identification, j'imagine que c'est en termes de diagnostic. Donc là, je sais qu'il existe quelques méthodes. Oui, alors en effet, il y a des méthodes qui ont été développées justement par des universitaires et puis certaines agences d'urbanisme qui se basent effectivement à la fois sur l'occupation du sol, la présence ou non de végétation, les formes urbaines. Alors justement, je suis en train de... il y a des études qui ont été menées sur la métropole bordelaise en la matière, des études un petit peu pilotes, également sur la métropole de Lyon. Donc il y a différentes méthodes aujourd'hui qui voient le jour et sur lesquelles on peut s'appuyer, qui sont en ligne.
Également une question alors qui est très précise, puisqu'elle porte sur ce qui a été dit dans la diapo 22, on peut peut-être la remettre à l'écran, qui concernait les solutions que peut apporter l'évaluation environnementale à un PLU. La question était de savoir en quoi en fait l'évaluation environnementale peut apporter des solutions complémentaires à ce qui pourrait se faire dans un PLU sans évaluation environnementale. Alors là, je pense que c'est vraiment, le rôle de l'évaluation environnementale, c'est vraiment de venir justement, comme je le disais au début de mon propos, aiguillonner un petit peu les acteurs qui travaillent sur le document sur cette question-là. C'est de venir régulièrement faire des piqûres de rappel. C'est pouvoir aussi s'assurer que les enjeux sont bien traduits dans le règlement, puisque parfois effectivement on se rend compte que si l'intention était affichée dans le PADD, on ne va pas forcément pouvoir retrouver la traduction dans les pièces opposables. Donc ça, je pense que c'est le rôle un petit peu d'accompagnement stratégique de l'évaluation environnementale. Après, on a aussi un rôle à apporter en tant qu'expert de ces questions-là, que ce soit dans le cadre du diagnostic ou dans le cadre effectivement de la proposition d'outils pour les pièces du document d'urbanisme. Je reviens juste sur la question précédente, puisque ta réponse a fait réagir par rapport aux îlots de fraîcheur. Il est vrai que beaucoup des études, c'est ce qui est fait remarquer, qui existent en termes de diagnostic concernent les îlots de chaleur, mais finalement les îlots de fraîcheur sont parfois oubliés. Et effectivement, on voit peu de quantification. Moi, je pourrais citer simplement un exemple qui a été réalisé sur Clermont-Ferrand, où l'utilisation de sondes de température des bâtiments en fait a été utilisée pour quantifier de manière un petit peu solide l'intérêt des parcs et jardins par rapport à l'aménagement d'îlots de fraîcheur. Voilà. Donc c'est vrai que sinon c'est souvent l'îlot de chaleur qui est défini et l'îlot de fraîcheur un petit peu par comparaison, par défaut. Oui. Alors en effet, c'est là où la question de la préservation elle est essentielle et c'est important en effet de bien diagnostiquer ces îlots de fraîcheur pour ne pas prendre le risque de les perdre dans le cadre de l'aménagement. Alors je pense que si on arrive relativement bien à identifier donc les îlots de fraîcheur qui sont sur les espaces publics, il y a un vrai enjeu à également prendre en compte ceux qui sont sur les espaces privés, puisque face à des questions de pression foncière, notamment, on va pouvoir aboutir à la perte de ces espaces-là. Alors certes, c'est favorable à la densification et donc à l'économie foncière, mais parallèlement, les habitants peuvent vraiment même ressentir cette perte d'îlots de fraîcheur à l'échelle de leur quartier quand on vient remplacer effectivement des zones soit de parcs privés ou de jardins privés par des constructions. C'est des choses qui sont d'ores et déjà perceptibles par les habitants, hein. C'est un point qu'on a pu constater, notamment quand on a fait l'évaluation du PLU de Valence. Autre question qui concerne aussi, là, pour le coup les îlots de chaleur. Est-ce que dans le PLU on peut imposer des matériaux pour lutter contre les îlots de chaleur? Alors certains avaient l'air de dire que c'est pas les matériaux qu'on peut imposer, mais plutôt les couleurs ou les aspects. Oui, voilà, c'est ça. Effectivement, on peut pas dans le PLU apporter cette notion de matériaux. Par contre, on peut tout à fait jouer sur les aspects, les couleurs, la perméabilité. Donc ça, c'est des outils qu'on peut mettre en place. Alors soit via un système de nuanciers, via des règles dans le document. Donc ça permettrait effectivement d'éviter qu'on se retrouve soit avec des façades sombres, hein, comme on peut le voir fleurir dans certains projets, ou des revêtements de surface qui soient particulièrement défavorables
donc justement au fameux niveau de Et est-ce qu'il y a des exemples, as-tu des exemples de règles sur les questions de forme urbaine dans les documents d'urbanisme? Oui, alors, il y a plusieurs métropoles qui se sont posées qui se sont penchées sur cette question. De mémoire notamment, il y a la métropole de Grenoble qui a travaillé sur cette question. Il y a également, il me semble, la métropole d'Angers également qui a travaillé sur ces questions-là. On pourra peut-être mettre en ligne un certain nombre de références bibliographiques pour les participants. Ok. Alors une question qui demande si l'évaluation environnementale doit induire l'étude d'un scénario de territoire zéro carbone, de manière à ce qu'on puisse favoriser un projet urbain performant. Donc là on est centré uniquement sur l'aspect gaz à effet de serre. Oui, ça pourrait être effectivement un des enjeux. Hein. Je pense que dans le cadre justement de l'analyse de l'articulation avec les plans et programmes, et en particulier les plans climat, le PLU doit effectivement pouvoir contribuer à l'atteinte de cette réduction importante des émissions. Alors par contre, effectivement, c'est pour ça aussi que j'ai rappelé en introduction que le PLU n'est qu'un document à portée réglementaire, c'est-à-dire qu'il ne peut agir que dans son domaine d'intervention. Donc il doit permettre effectivement de préparer le territoire à ces zéro émissions, au travers notamment des formes urbaines, des questions sur les transports, sur la performance, les règles favorables à la performance du bâti. Mais en tout cas, il ne peut pas jouer sur d'autres actions qu'on pourra mettre en place, notamment à l'échelle des bâtiments ou des transports. Oui, puis peut-être rappeler aussi que l'évaluation environnementale doit s'intéresser à l'ensemble des champs environnementaux. Donc il faut faire attention à pas non plus se centrer uniquement sur un des champs, un des aspects, et de bâtir tout le projet uniquement sur un des champs environnementaux. Plutôt que l'ensemble. Il y avait une remarque qui a été faite aussi sur le fait que là on travaille sur les documents d'urbanisme, de planification, mais derrière, dans l'application, en fait, les pièces à fournir pour le dépôt d'un permis de construire, par exemple, n'ont pas évolué et permettent pas forcément d'intégrer les enjeux environnementaux, malgré les dispositions que prend le document d'urbanisme. Je dirais que normalement, on a une obligation de conformité du permis par rapport aux règles du PLU. Donc à partir du moment où on va définir dans le PLU un certain nombre de règles, ça devra normalement se traduire de fait dans le permis de construire. Notamment, alors justement, je crois que c'est la métropole de Grenoble qui a fait le pari de zones à performance énergétique, donc au-delà de la réglementation thermique. Donc ça, typiquement, ça doit se traduire concrètement dans le permis de construire par des bâtiments à performance énergétique qui répondent aux règles qui ont été définies. Très bien. Je reviens sur un point qui décidément fait poser beaucoup de questions, qui sont les zones humides, puisque la question est de savoir, est-ce qu'on prévoit des diagnostics zones humides pour les zones AAU, ou bien c'est une intégration de cette campagne sur les zones humides dans les OAP? Est-ce que c'est au niveau des zones AAU ou uniquement au niveau des OAP, si je comprends bien la question? Alors, a priori, ça se recoupe, puisque donc les zones à urbanisation court terme font l'objet d'une orientation d'aménagement. Je pense que ça c'est le minimum, effectivement, c'est de s'assurer que dans les zones d'urbanisation qui vont être ouvertes dans la période d'application du PLU, on n'a pas de zone humide, ou en tout cas, on se donne les moyens de les préserver. Après, ça passe pas forcément par l'absence d'aménagement,
puisqu'il y a des très belles réalisations aujourd'hui qui montrent qu'on peut tout à fait intégrer une zone humide dans le cadre d'un aménagement urbain, justement en jouant sur la question des espaces verts, des trames vertes, etc. Donc les deux sont pas forcément incompatibles. Voilà. Après, l'enjeu, c'est aussi de bien prendre en compte la fonctionnalité des zones humides. Je pense que sur ce diagnostic zone humide, ce qui est absolument essentiel, c'est que ça vienne bien en amont de la réflexion sur l'OAP pour pas que cela entraîne des blocages et des déconvenues auprès des élus notamment. Une question très pratique, est-ce qu'il y a des exemples, des trames de cahiers des charges pour des évaluations environnementales qui sont disponibles? De manière à pouvoir rien oublier. Alors ça, je vais être en difficulté de répondre parce que nous, on est du côté bureau d'études, donc je pense peut-être qu'il faudrait s'adresser justement aux grandes collectivités, aux métropoles qui ont travaillé déjà sur le sujet. Ok. Sur l'histoire des permis de construire qu'on a évoqué tout à l'heure, la question complémentaire, c'est est-ce que la collectivité peut exiger plus que les pièces qui sont demandées classiquement, plus que le CERFA, parce que ces pièces-là ne permettent pas forcément aux instructeurs de qualifier la conformité par rapport à l'environnement. Alors là, je ne sais pas si on est plus sur l'instruction, je ne sais pas si tu auras la réponse. Non, alors là, en effet, j'ai pas la réponse. Peut-être que dans les participants, il y en a certains qui s'occupent d'autorisation du droit des sols. Non, là, en effet, je n'ai pas la réponse à ce niveau-là. En fait, souvent, je pense que l'écueil, il est aussi lié au fait qu'il n'y a pas de... les services qui s'occupent de ces autorisations n'ont pas soit le temps ou les moyens matériels d'aller sur le terrain. Et c'est peut-être effectivement ce qui va pénaliser l'instruction par la suite. Ok. Encore quelques questions qui tombent, mais ensuite j'en prends une dernière. Est-ce que on a un exemple d'intégration du risque inondation ou submersion marine dans les documents de planification? Il me semble que dans beaucoup de PLU, il y a cet aspect d'intégration du risque inondation. C'est un élément assez standard. Oui, oui, tout à fait. Enfin, alors peut-être que la personne qui a posé la question envisage ça dans une dimension prospective, c'est-à-dire est-ce qu'on intègre l'accroissement des risques. Je pense que cette question de l'accroissement des risques, elle est souvent intégrée dans les PPRI, et notamment ceux qui ont été révisés récemment. Donc c'est vrai que ça va constituer l'outil sur lequel on va se baser. En l'absence effectivement de PPRI, le bureau d'études va jouer un rôle important pour préserver les zones inondables qui sont connues mais non référencées par un PPRI, en tout cas pas, qui ne font pas l'objet d'un document réglementaire. Très bien. On va repasser, je pense, la main à Suzy pour finir la conférence dans les temps. Oui. Et merci à tous pour vos questions. Il y a des réponses complémentaires que les uns et les autres fournissent dans le chat. N'hésitez pas à regarder. Alors, est-ce que vous m'entendez bien, déjà? Parce que des fois, quand je rallume mon micro, on m'entend pas forcément bien. Oui, on t'entend. Oui, d'accord. C'est bien, parfait. Alors, merci Solveig pour cette présentation et puis Gilles pour cet échange de questions. Alors, je vais revenir sur les slides. Donc, juste pour vous dire quelques mots de conclusion. Déjà, donc, pour vous dire que cette présentation sera disponible quasiment immédiatement, d'ici quelques heures sur le site de la PCC. Donc, vous pourrez la regarder à nouveau en replay. Je vous mets là dans le chat deux petits liens. Alors, le premier, c'est pour que vous me donniez votre avis sur cette conférence. Et le deuxième, c'est parce qu'on a on voudrait remercier donc notre partenaire qui est Actu Environnement et qui permet en fait aux participants de nos webconférences de bénéficier de moins 15% sur leur abonnement, pas sur leur adhésion, sur leur abonnement. Donc vous pouvez en profiter avec le code promo AVTC qui est 2020, qui est dans l'échange de chat et que vous allez aussi recevoir par mail.
quelques mots aussi si vous êtes vous-même en bureau d'études. Vous pouvez peut-être rentrer en contact avec nous pour voir ce qu'on peut faire ensemble, notamment si vous pourriez peut-être être intéressé par si vous pourriez peut-être être intéressé par l'annuaire de la PCC ou par les groupes de travail qu'on organise ou tout simplement par ces webconférences qui sont faites donc par nos membres. Donc n'hésitez pas à nous contacter et je voudrais également porter à votre attention le fait qu'on organise une journée technique sur les PCAET et donc les plans climat, air et énergie territoriaux et la qualité de l'air le 2 mars prochain. Donc n'hésitez pas à les regarder sur notre site, ça peut peut-être vous intéresser en tant que bureau d'études. Donc également, si au contraire vous êtes plutôt une collectivité ou même une entreprise et que vous cherchez des conseils et un accompagnement sur ces thématiques-là, et ben, allez voir notre annuaire des membres. Et là, vous allez peut-être pouvoir trouver chaussures à votre pied en cherchant par domaine de compétences, par zone géographique, voilà, par clé de compétences. Vous pourrez trouver votre bonheur. À voir aussi également, vous pouvez peut-être nous contacter pour organiser un événement ensemble ou autre. Voilà. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous souhaiter un bon appétit. Et donc à vous rappeler qu'effectivement c'est important pour nous d'avoir votre retour. Donc voir le petit questionnaire que je vous ai mis dans le chat, vous allez aussi le recevoir par mail. Vous allez voir en fermant cette conférence, on va vous demander aussi votre avis avec des petites étoiles. Ça c'est, on va dire, c'est un avis un peu rapide. Le questionnaire est un peu plus poussé, même si c'est assez rapide à remplir aussi, mais un petit peu plus poussé. Donc c'est important pour nous. Merci beaucoup. Voilà, merci à tous. Au Pour revoir. une prochaine conférence de la PCC. Au revoir et merci à tous. Au revoir. Voilà. D'accord. Bon.